Bonsoir à tous et toutes. J'espère que ma voix porte suffisamment. Comme ça? Oui, parfait. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je me présente, Marianne Règle. Je suis co-coordonnatrice. Je le sais, mais je regarde quand même mes feuilles. Je suis co-coordonnatrice de la Nuit des Sans-Abri montréalaises. La Nuit des Sans-Abri revient en personne après 2 ans. Cette année, la 33e édition se déroule sous le thème « Sans toi ni choix ». Le choix de ce thème a été motivé par le besoin de reconnaissance que le phénomène de l'itinérance survient en raison de facteurs sociaux et structurels. Si pour certaines personnes, la ligne qui les sépare d'une situation d'itinérance est de plus en plus mince, pour d'autres, les pieds sont déjà de l'autre côté. On peut notamment penser aux aînés, aux femmes, aux jeunes, aux membres de la communauté LGBTQ+, et aux Autochtones, qui sont malheureusement surreprésentés lorsqu'il est question de personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. On a souvent le réflexe de croire qu'on est à l'abri, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. La perte d'un emploi, des ennuis de santé, une séparation, le besoin de prendre soin de sa santé mentale, ce sont des problèmes très communs qui peuvent survenir dans la vie de chaque personne présente ici même. Les hausses de loyers abusives et les rénovictions, l'inaccessibilité aux soins de santé, les prestations d'aide sociale insuffisantes, l'obligation de travailler 50 heures semaine au salaire minimum pour être capable de se loger à Montréal, ça nous touche aussi tous et toutes. Il ne faut jamais perdre de vue que l'itinérance a des milliers de visages, d'identités, et que pour cette raison, on a besoin d'une diversité d'actions pour empêcher que des gens franchissent la ligne. Des ressources spécifiques, par exemple, de l'hébergement non mixte pour les femmes, des programmes de pairs aidants pour favoriser l'entraide et une meilleure compréhension du vécu, des approches sensibles et respectueuses des cultures autochtones et plus largement des organismes communautaires mieux financés et diversifiés. On n'a jamais autant entendu parler de cohabitation sociale et on est content de voir que ça vous anime aussi. Comme organisme, comme citoyens et citoyennes, comme personnes en situation d'itinérance, comme artistes ou comme représentantes politiques, on peut s'unir pour lutter contre la pauvreté et prévenir l'itinérance. Nous sommes des acteurs et actrices de sensibilisation, de changement. Au nom du comité organisateur de la Nuit des Sans-Abri de Montréal, merci encore une fois d'être présente, en solidarité avec les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Gauvin, coordonnateur de la table des organismes montréalais de lutte contre le VIH/SIDA, la TOMS. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Donc comme Marianne disait, mon nom est Olivier Gauvin, je suis coordonnateur à la TOMS. Donc sans toi ni choix, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que ça nous invite à se rappeler que les paliers de gouvernement pendant les 2 dernières années et demie, ils nous ont démontré que les personnes marginalisées, et tout particulièrement les personnes en situation d'itinérance, ne sont même pas dignes de considération en gestion de crise qui les touche de manière disproportionnée. Quand on a fermé des services, elles ont été les premières à ne plus avoir accès de l'information concernant la pandémie ou encore tout simplement où se rendre pour avoir des services. Comment elles auraient pu, tout a migré vers les services en ligne et elles ont été laissées derrière, même quand les décisions les concernaient directement. On pense notamment quand le gouvernement a imposé un couvre-feu sans équivoque, auquel même la santé publique de Montréal s'opposait. À travers cette pandémie, le plus récent rapport et ça c'est le rapport de l'Observatoire des profilages qui nous l'apprend, ce sont au moins 275 constats d'infraction qui ont été remis à des personnes qui ont donné une adresse d'organisme communautaire comme adresse, dont 150 à Montréal environ. On se doute que ce sont des personnes en situation d'itinérance. Sur l'angle de la santé, qui a pourtant été mis de l'avant par les décideurs pour mettre en place davantage de mesures répressives, là aussi les personnes en situation d'itinérance ont été laissées derrière. Les services de santé ont eu un électrochoc, tous les efforts ont été mis sur la COVID et on n'a pas pensé aux personnes qui allaient se faire oublier dans cette course effrénée. Ce avec quoi on se retrouve aujourd'hui, c'est des personnes encore plus éloignées des services publics, des personnes qui sont rejointes par nos organismes communautaires qui travaillent sans relâche depuis le début de la pandémie.
Quand on est occupé à survivre, il n'y a pas de temps pour aller consulter des services publics ou trouver des rendez-vous. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de reconnaître que c'est pas tout le monde qui a une adresse physique à laquelle rattacher un dossier médical. On demande aussi de reconnaître que c'est pas tout le monde qui a un numéro de téléphone auquel on peut appeler pour des rendez-vous téléphoniques, qui a accès à une connexion Internet pour prendre un rendez-vous ou même un agenda assez stable pour se rendre à un rendez-vous médical. Sans toi ni choix, ça veut aussi dire que les décideurs, les gouvernements, les services publics, ils doivent s'arranger pour rencontrer les personnes là où elles sont, quand elles y sont. Si, comme institution publique, on est réellement sérieux et on veut faire de la lutte à la pauvreté, on doit d'abord penser aux personnes trop souvent oubliées. Pour que ces personnes-là puissent espérer un jour ne plus seulement tenter de survivre, il n'y a pas de choix. En attendant, nous serons là, les organismes seront là et on ne se laissera pas oublier. Merci d'être là, merci de montrer aujourd'hui et tous les autres jours de l'année que nous voulons un filet social fort afin que les personnes ne tombent entre les mailles du filet. Et je laisse maintenant la parole à Julien Montreuil, directeur chez l'Anonyme. Salut tout le monde, bonsoir. Alors, on m'a demandé de parler un peu de logement aujourd'hui parce que l'itinérance, c'est pas seulement un problème de logement, mais c'est toujours un problème de logement. Dans les dernières années, l'équipe d'Anonyme observe qu'il y a plein de barrières pour accéder à un toit. Le coût des logements qui est de plus en plus, farfelu. Sans compter les enjeux de discrimination liés aux situations de vie des personnes, à la discrimination liée à leur apparence physique, on parle des dépendances, des troubles de santé psychologique, et j'en passe, et j'en passe. Ces personnes se retrouvent souvent dans l'espace public parce qu'elles n'ont pas d'endroit où aller, pas d'autres endroits où aller. On entend souvent parler d'enjeux de cohabitation, Marianne en parlait tantôt, puis parfois, malheureusement, ces enjeux-là sont liés aux incivilités, aux méfaits qui sont produits par les personnes en situation d'itinérance. Mais à l'Anonyme, puis dans le milieu communautaire, le principal enjeu de cohabitation sociale, il provient du constat que, comme société, on laisse des personnes en grande détresse dans la rue. On accepte cette situation jusqu'à courir le risque qu'elles meurent dans la rue. Et ça, c'est inacceptable. On a tous les moyens au Québec pour faire mieux comme société. On n'a qu'à penser aux personnes qui décèdent dans des toilettes chimiques, les personnes qui décèdent dans des chantiers de construction. J'ai vraiment honte. Alors qu'il manque de ressources, il y a une intolérance grandissante à ce que les personnes en situation d'itinérance occupent l'espace public. Depuis quelques années, on pousse l'insulte à l'injure en démantelant des campements. Comme plusieurs disent, on met le monde dehors de dehors. Ce qu'il faut, on le sait, ça fait des années qu'on le dit, c'est des logements qui sont adaptés. Les promesses politiques se multiplient d'année en année et pendant ce temps, on remarque de plus en plus de nouveaux visages dans la rue, puis il y a trop peu d'espace qui se construisent pour ces personnes-là. À l'Anonyme, on a construit le 3629, on a reconstruit le 3629 Sainte-Catherine-Est. La mise en place de ce projet-là a été un parcours du combattant. Une chance qu'on a eu des partenaires de toutes sortes qui ont été là pour vraiment nous permettre et contribuer à ce que 16 personnes puissent être logées, personnes qui seraient probablement dans la rue autrement. Mais on s'entend-tu que 16 places, c'est comme pas mal insuffisant. Le 3629, c'est une réponse parmi tant d'autres. On le voit notamment dans la série du micro-documentaire « Les murs qui nous habitent » produite par le RAPSIM, puis qui démontre l'existence d'une diversité de modèles. Voilà, oui, une diversité de modèles, excusez-moi, j'ai perdu le fil, de modèles de logement. On veut parfois nous faire croire qu'il y a un modèle parfait, mais on ne peut pas répondre à des milliers de personnes avec un seul modèle, avec une seule façon de faire. C'est la force de la diversité qui permet aux personnes de se sentir soutenues à leur rythme. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Geneviève Caron. Geneviève Caron va venir nous parler de sa vie, de ses émotions. Donc, je vous demanderai vraiment de l'écouter avec grande attention. Merci. Et mon Dieu, c'est même... OK, j'ai changé de discours finalement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, encore plus fort! Bon, je me nomme Geneviève
Geneviève, ça fait la 3e année consécutive que je participe et je témoigne à la nuit de sans-abri. Cette année, en mai 2022, et tout le groupe de la coalition Jeunes Plus, nous avons reçu un prix Levier pour souligner notre implication dans le comité de Jeunes Plus. Ce soir, je vais vous parler un peu de mon histoire et surtout une histoire des itinérants, ce qu'ils vivent tout au long de l'année. Quand j'ai atteint mes 18 ans, je me suis ramassée à la rue parce que la DPJ avait fini leur mandat de m'avoir jusqu'à 18 ans. À 24 ans, j'ai eu mon premier logement grâce à un propriétaire qui a cru en moi. Les années ont avancé, j'ai commencé à m'impliquer à EdGep, Panel Tapage et la coalition Jeunes Plus. À 28 ans aujourd'hui, je décide de témoigner ceci. Ça sera pas bien long. Et ta partie. Le récit des itinérants. Ces itinérants vont faire un exploit sur un long circuit de 12 ans. Ces itinérants subissent un retrait de la société, qui les prennent pour un post-it. À chaque début du mois, ils attendent leur dépôt pour aller en faire un retrait. Ils subissent des méfaits, des violences policières. Ils écrivent pour se vider la tête. Le médecin prescrit un toit, un divan-lit, des clés, un travail, tout ce qu'ils désiraient. Un 8 heures de nuit. À cause des froids extrêmes et des chaleurs accablantes et des crises de surdose qui ont vécu ces itinérants, sont partis maintenant au ciel. Pourrions-nous avoir une pensée pour eux? Juste avoir une minute de silence puis penser à eux. Parce que qu'est-ce qu'ils vivent, c'est tellement difficile pour eux. Puis moi, je l'ai vécu, puis il faut prendre le temps. À tous les itinérants qui sont décédés et à tous les itinérants qui essaient fortement de s'en sortir. Ces humains avaient écrit « Pourquoi sommes-nous ignorés par la société? Nous ne sommes pas méchants, nous demandons simplement de l'aide. Ce n'est pas par choix que nous décidons d'être sans domicile fixe. Puis, sérieusement, il faut les encourager, puis restez forts toutes entre vous, puis n'importe qui peut se ramasser sans domicile fixe. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Yves Joannette, qui est un retraité du communautaire. Il est aussi un ancien permanent du comité logement Centre-Sud Ville-Marie et de la Trovette de Montréal. Monsieur Joannette est très sensible au phénomène de l'itinérance et continue d'être un bénévole actif au sein de l'Association de défense des droits sociaux du Montréal métropolitain, ADDSMM, et il va nous interpréter en fait 3 monologues qu'il a lui-même écrits. Le thème de la nuit des sans-abri de cette année, c'est « Sans toi ni choix ». Et toi, sans toi, c'est quoi tes choix? Sans toi, pas de choix, c'est à la rue que tu échoues. Et toi, sans toi, c'est quoi tes choix? Tu penses à quoi quand t'as vraiment pas le choix? La rue, c'est-tu vraiment un choix? Et toi, sans toi, pas de choix, de vivre dans une société qui ne se demande pas pourquoi, qui te donne goût, qui te regarde, l'air quoi? Et toi, sans toi, pas le choix. Et toi, sans toi, tu as froid, froid comme un regard qui pense que tu as le choix. Et toi, sans toi, pas le choix de porter sa croix, d'être portraité comme un putois. Et toi, sans toi, ni choix. Toi qui veux un chez toi, c'est ta nuit. La nuit des sans-abri, elle est pour toi, pour porter ta voix. Viens, viens crier avec moi. Ça va toujours. Vous avez remarqué que la nuit des sans-abri, c'est le seul événement dans l'année où on dit bonne nuit, c'est mobilisant. Pensez-y. Je vais vous parler maintenant je vais vous faire interpréter un personnage qui manque d'instruction. Ça s'appelle l'école normale. Je quête autour de Berry. La plaza, ça m'intéresse pas. Quand j'entre à l'UQAM, c'est juste pour aller pisser, se
c'est pas pour me faire chier. À l'école, j'étais pas normal. J'ai pas été à l'école normale. J'étais un de ceux qui avançait pas mal, lentement. J'étais dans la norme du côté mal, ou j'étais dans la normale, ou la normale, je m'en souviens plus. J'étais un an, même en rattrapage, je pognais de l'arriérage. J'ai pas jamais été des premiers. À l'école, j'ai surtout appris à être interné. C'est à petite école que ça a commencé. J'étais trop primaire, ils m'ont mis en arrière. C'est comme ça que j'ai appris à pas voir en avant. En avant, ça a toujours été trop loin pour moi. Ça n'a pas pris la première année qu'ils m'avaient dépisté. J'étais d'une famille de mono. La mono, c'est la maladie du baiser qui a mal tourné. Il paraît que ça affaiblit la société. Il y a quand même des avantages à être dépisté. Aux enfants de mono, on donne un petit gobelet de lait avec un petit souris qui se fait sa première gorgée. Les professeurs parlaient toujours pour les premiers de rangée, leurs petits chouchous. Pour qu'ils cassaient de la craie, des mots tout petits pour leurs chers petits. Moi, au fond du rang, les mots ont toujours été trop en avant pour moi. Pour moi, les profs gardaient le tableau noir. Pour un an, c'est plus facile de se retrouver. Je ne prenais rien, la marque de Caïn. J'étais un visage à deux faces au mur, qui redouble au fond de la classe. J'étais un qui lève sa main juste pour recevoir la règle de 3. J'étais un dur de la feuille à qui l'on casse la mienne et que l'on efface au bout de la queue. J'étais pas d'un chouchou, des vieux hiboux plein de poux à qui j'aurais tout crissé un genou sur le caillou. Moi, je me retenais. Entre deux remises de clés, d'intimité de rature, je montais dans ma tête, j'allais me cacher dans mon grenier intérieur, pleine de toiles d'araignée dans le plafond, pleine de poussière qui brille au soleil, puis dans ma tête, sur le bord de mes yeux, ben assis en moins tout nu en cale de son, je ramassais mon cerf-volant, puis je donnais ben de la corde, puis je crissais mon camp de là. Vous me demandez si je lis des grands romans, si je vais voir des cinémas, puis des pièces de théâtre, puis des affaires de grande culture. La culture, vous savez, c'est comme la confiture. Moins t'as de pain, moins t'en as besoin. Ça va toujours, je peux continuer, je vous ennuie pas trop. Non, ça craint, hein? C'est épeurant pour quelqu'un de... Là, je vais vous parler de désinstitutionnalisation. Je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui sort, on le laisse sortir. Fait que ça s'appelle le droit d'asile. Hey, je me demandais si je suis fou. Hey, pas plus que vous. C'est pas parce qu'on se retrouve en dedans un petit bout de temps qu'on est fou pour autant. Avant, j'étais tout à fait normal. Un peu nerveux, en période de dépression économique, tout le monde peut vivre une récession psychique. En fait, j'avais tout calculé. J'avais payé assez d'impôts pour réclamer mon droit d'asile. Et ça, c'est une autre histoire. L'important, c'est qu'on va être libéré. Je m'en souviens très bien. Un jour sans traitement, je traînais dans un corridor lorsque deux gardes sont venus me chercher. J'étais inquiet, mais très inquiet. Pourquoi qu'ils m'emmenaient voir le psy en chef? Hey, j'avais rien fait de mal. Peut-être en penser, mais qui m'aurait dénoncé? En entrant, j'ai bien vu que c'était différent. Le psy en chef me regardant en souriant, puis il s'est mis à me bombarder de « Bonjour, comment ça va? Ça va aujourd'hui? Asseyez-vous, vous ne attendiez pas à me voir aujourd'hui. Allons, ne faites pas cette tête-là! » Quelle tête qu'il m'avait dit de prendre la dernière fois. Non, je m'en rappelais plus de la tête qu'il m'avait dit de prendre la dernière fois. Hey, j'étais prête à dire n'importe quoi, à fond dans l'arme, à m'excuser, n'importe quoi pour qu'il y ait de tâches à mon dossier. Puis là, le psy en chef m'a dit, je vous ai convoqué pour vous annoncer une grande nouvelle. Suite à une réévaluation de votre dossier, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes guéri. Guéri? 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 Hey, ces mots-là sont rentrés en moi, là. Ça faisait mal, ça faisait mal. Si je savais pas que ça pouvait faire mal demain, ben être heureux. Je me suis mis à rêver. Je rêvais d'oublier les électrochocs sélectifs, oublier les camisoles de force, ces vêtements érotiques qui font bander les infirmiers, oublier les douches froides où nous faisions prendre des empreintes génitales. Le problème avec le droit d'asile, c'est qu'on ne sait jamais où on se réfugie. Combien de temps je suis resté là?
Vous vous demandez combien de temps je suis resté interné? J'imagine que pour le savoir, il faudrait multiplier le nombre de pilules avalées par le nombre de troubles identifiés, additionner les flèches de corridor par le nombre de restrictions imposées. Après, il faudrait soustraire encore quelques éléments de personnalité à mettre sur le dos de ma mère hors foyer. Comment calculer l'éternité? Puis ils m'ont ouvert la porte.